Bonjour et bienvenue dans le Buzz Télé de TV Magazine. Nous sommes partis pour 24 minutes de direct et d'interaction avec notre invité. Notre invité, vous l'avez découvert, c'était au milieu des années 2000, c'était sur Canal+, dans le SAV des émissions avec son acolyte Omar Sy. Depuis, il enchaîne les rôles à la fois au cinéma et à la télévision. Itinéraire bis, La guerre des boutons sur la piste de Marsupilami, parmi ses films sur grand écran, et pas seulement. L'amante, Le temps est assassin, Fête des gosses, cette fois c'est sur le petit écran. Comédie, évidemment, ou drame, il n'y a aucun registre a priori ne lui fait peur, on va en discuter avec lui. Et s'il vient nous voir aujourd'hui, c'est pour un prime time, ce soir, une fiction sur France 2, Intraitable, c'est le titre de cette fiction, un téléfilm, on peut pas dire engagé, fort et poignant, ce lundi soir sur France 2. Fred Testo, bonjour. Bonjour à tous les deux. Bienvenue dans le Buzz Télé. Donc je disais une fiction, un téléfilm, comme on dit en français, inédit. Gabriel Rivalan, que vous incarnez, qui est un viticulteur condamné par la justice. Il avait utilisé des pesticides sur ses vignes, l'histoire vraie. En fait, c'est l'inverse. Non, il a été condamné pour ne pas avoir utilisé de pesticides. Pour ne pas les avoir utilisés, pardon. Ouais. Condamné par l'État français, voilà, parce que Emmanuel Giboulot, il s'appelle. Donc l'histoire vraie, c'était en 2013, qui s'est battu contre l'obligation justement d'utiliser le glyphosate à l'époque. Ouais. Oui, non, je vous laisse. Non, et justement, ce qui est assez paradoxal, et du coup, lui, il a été condamné, il a fait appel et il a gagné. Donc c'est son combat dont l'histoire est inspirée ce soir sur France 2, voilà. Qu'est-ce qui vous a touché justement dans cette fiction ? Après, c'est ce qu'on disait tout à l'heure en coulisses, parce qu'on se parle ensemble en coulisses quand même, on s'adresse la parole. Et c'était plutôt agréable. Non, mais c'est que cette histoire, déjà, c'est pas un biopic, donc c'est inspiré d'eux. Alors sur le côté viticole, c'est exactement ça. Puis après, il y a une histoire d'amour, tout un thriller psychologique et viticole. Mais c'est surtout, moi ce qui m'a plu, c'est que ça expose le problème qu'on pourrait retrouver dans le textile, dans le plastique, dans la pollution de l'air. Aujourd'hui, on est de plus en plus concernés. Et voilà, il n'y a pas de jugement, ça met en abîme ce souci des pesticides qui est très grave. Et ça a fait réfléchir tout le monde. Et moi-même, le premier, moi je suis juste, comme je disais, une petite passerelle, un petit comédien qui permet de faire le relais ou de mettre en lumière tel ou tel sujet. Après, je ne suis pas un spécialiste et moi-même, je m'intéresse grâce à ce que je fais. Et vous connaissiez justement l'histoire d'Emmanuel Giboulot avant de vous engager dans cette fiction ? J'avais entendu parler de son histoire et c'est vrai que c'est toujours interpellant de se dire qu'on a été condamné pour avoir... Faute de Oui, pour ne pas avoir mis de pesticides. Donc forcément, c'est intéressant. On en parlera tout à l'heure, on verra également, on prendra peut-être de ces nouvelles, savoir quelle a été la suite de cette affaire. Nous sommes en direct avec Fred Testo sur Figaro Live, je vous rappelle, diffusé sur le Figaro.fr, également la page Facebook de TV Magazine. Est-ce que vous êtes un fidèle de Fred Testo ? Est-ce que vous suivez un peu sa carrière ? Pensez à nous poser quelques questions. Sarah Lecoeur en fera l'écho dans cette émission. En attendant, justement, on découvre avec Sarah les news médias du jour. Alors Fred Testo, on démarre toujours les news médias du jour par une tradition, c'est les audiences télé de la veille. Alors. Et hier soir, TF1 s'est imposé dans le tableau Médiamétrie avec le deuxième volet d'Independence Day qui a attiré 4 300 000 cinéphiles et 20,6% de part d'audience. France 3 suit avec la suite de la première saison de la série britannique Les Carnets de Max Lieberman, 2 900 000 fans et 12,7% de part de marché. Et France 2 est sur la troisième marche du podium avec la comédie Neuilly sa mère, c'était le deuxième volet aussi du long métrage Neuilly sa mère qui a convaincu 2,5 millions de téléspectateurs et 11% de part de marché. Et terminons sur le succès de la Ligue 1 sur Canal+, 1,3 million d'abonnés comptabilisés, soit 6,2% du public devant le match OM-OL. On aime bien les chiffres avec ça. Oui. On démarre les lundis avec des chiffres. On est sérieux dans le Buzz Télé. Vous êtes un gros consommateur de télé ? J'aime bien. Oui, j'aime bien la télé. Pour moi, c'est un peu toujours c'est toujours en fond d'écran, c'est obligatoire. Alors maintenant, on peut mettre aussi des aquariums comme la radio sur Internet. Pour certaines personnes qui vivent avec au long de la journée. Moi, j'aime pas les télés éteintes. Après, aujourd'hui, c'est justement, comme je disais, on peut soit regarder un programme, soit mettre un fond d'écran. Moi, je suis très fan des fonds d'écran. Feu de cheminée. Voilà, du feu de cheminée. Là, en ce moment, c'est plus de la plage.
des images de restaurants ou des gens qui mangent. Très agréable à regarder. Un peu d'évasion. On poursuit ces news avec... cette nuit, c'était la remise des Golden Globes aux États-Unis. Oui, et en visio, Covid oblige, les stars étaient en duplex depuis leur salon, leur salle à manger, leur cuisine. Et la grande gagnante de la soirée, c'est Netflix, la plateforme qui affichait un nombre record de nominations, 42, est repartie avec une dizaine de récompenses, rien que ça, contre 2 trophées l'année dernière. Donc ça y est, la firme joue dans la cour des grands. Et parmi les séries maison qui ont triomphé, The Crown, saison 4, récompensée par 4 prix, dont celui de la meilleure série dramatique. Le jeu de la dame s'est imposé aussi également par 2 fois à travers le prix de la meilleure mini-série et le prix de la meilleure actrice. Et quant à Amazon, HBO et Apple TV+, les autres plateformes, elles se sont partagées le reste des récompenses avec un Golden Globe chacune pour Small Axe, I Know This Much Is True et Ted Lasso. Magnifique. Oui, j'ai bossé l'anglais avant de venir. Les récompenses comme les Golden Globes ou pourquoi pas les Césars en France, c'est quelque chose qui vous sensibilise en disant j'en rêve. Non, j'en rêve pas, mais moi je trouve que c'est marrant quand c'est plus drôle quand il y a le vrai show et que c'est une vraie émission de télé où c'est divertissant. C'est mieux que le fond d'écran, pour reprendre votre expression. Voilà. Là, de loin, c'est un peu différent. Après, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que justement, l'année dernière, par exemple, j'avais découvert la série Succession. J'avais vu les récompenses, et du coup, je l'ai regardée. Et donc, c'est intéressant pour ça aussi, de savoir qui a gagné, qui était en vue. Voilà. Une recommandation, finalement. Oui, une recommandation. Après, il y en a plein d'autres qu'on découvre qui n'ont pas eu de prix, heureusement. Si on attendait d'avoir un prix... On poursuit ces news médias avec plutôt un fait divers sordide, c'est l'agression d'un journaliste ce week-end. Oui, c'était samedi à Reims. Un photojournaliste du quotidien régional L'Union a été grièvement blessé alors qu'il couvrait des regroupements de jeunes dans le quartier prioritaire de la Croix-Rouge. Ce journaliste a été retrouvé au sol aux alentours de 15h30. Les forces de l'ordre étaient sur place et avaient identifié des mouvements de jeunes dont certains portaient des battes de baseball. Les autorités n'ont pas pour le moment plus d'informations précises sur ce qui s'est passé. Est-ce qu'il a reçu des coups ou un projectile? Ils ne savent pas vraiment, mais il était au sol et saignait au niveau de l'oreille, a indiqué le préfet de la Marne. Alors que les auteurs n'ont pas encore été interpellés, une plainte a été déposée et une enquête est ouverte. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin et la ministre de la Culture Roselyne Bachelot ont apporté leur soutien. Et pour l'heure, le journaliste est dans un état critique mais stable. Les journalistes cibles d'agression aujourd'hui et dans les manifestations, on l'a vu tout au long de cette année, c'est quoi? C'est une espèce de tension dans la société, on a besoin d'un exutoire, d'un... Écoutez, je ne suis pas spécialiste, donc... non, c'est pas votre réaction en tant que citoyen. Oui. Non, en tant que citoyen, moi, toute forme de violence me rend triste, malheureusement. J'espère que ça ira mieux demain. C'est dit. Merci Sarah pour ces news médias. Et tout de suite, Fred Testo, on le retrouve pour l'interview du Buzz Télé. Alors, c'est ce soir sur France 2, je l'ai dit, vous êtes à l'affiche de Intraitable, un téléfilm qui raconte donc l'histoire vraie d'Emmanuel Giboulot. En 2013, ce viticulteur, en effet, a été condamné. L'histoire, on va dire, peut-être d'un homme libre. Est-ce qu'il y a un message politique? Pour ceux qui sont passés à côté de l'histoire, il y a 8 ans, pour quelles raisons, justement, tient-il tête à la justice, Fred Testo? Parce que lui, c'est son combat, justement, de traiter ses vignes en biodynamie, de façon naturelle. Donc, il ne veut pas lâcher le morceau, quitte à endommager sa vie personnelle et aller jusqu'au bout. Il ne sortira pas de ça. C'est son but. Donc, forcément, ça crée des dommages dans la région, avec ses anciens collègues et amis, parce que ça, pour être poli, ça fout le bordel dans l'organisation de base. Et surtout, nous, en tant que citoyens ou téléspectateurs, on rentre un peu dans le quotidien, dans le détail de cette histoire, parce que ce n'est pas aussi simple que ça de changer du jour au lendemain et d'adopter des nouvelles méthodes aussi naturelles qu'elles soient. Emmanuel Giboulot a été condamné, je crois, une première fois à 500 € de dommages et intérêts et 1 an de prison avec sursis, puis relaxé en appel. Il s'en est sorti, cette terrible histoire. Oui, ça n'a pas été évident. Enfin, moi, j'en ai parlé un petit peu avec lui. C'est normal, seul contre tous, c'est très compliqué, très dur. Après, ce qu'il faut espérer, c'est que... en tout cas, ce qui s'est passé, c'est que c'est toujours...
un mal pour un bien dans la vie et que ça a fait un petit peu avancer les choses, mais il faut du temps, et ça mettra du temps. On rappelle d'ailleurs qu'à l'époque, l'histoire avait fait toucher pas mal de Français et même fait le tour du monde, parce que le New York Times avait même parlé dans ses propres colonnes. Ah ouais. Oui, non, c'est vraiment une histoire qui a été... forcément, en plus, les régions en France, notamment la Bourgogne, c'est le monde entier vient consommer ou acheter du vin de Bourgogne. Donc, tout de suite, cette histoire a été surmédiatisée, justement, partout, quoi. On rappelle, c'est une fiction, mais est-ce que tout ce qui est raconté dans le téléfilm est vrai, notamment la sœur atteinte d'un cancer des ovaires, sa compagne sans papier qui se bat contre les services de l'immigration? Alors, il y a toute une histoire comme ça personnelle qui est romancée, et après, c'est surtout son combat dans l'histoire des pesticides qui est vrai, par contre. Sarah, la parole aux internautes avec peut-être des premières réactions ou questions. Nous sommes en direct sur la page Facebook de TV Magazine et on a déjà plusieurs questions d'Anne-Marie, par exemple. Comment avez-vous préparé ce rôle ? De concert avec ma partenaire Zineb Triki et puis Marion Laine, la réalisatrice. Voilà, l'idée, c'est comme c'est pas un biopic, il fallait que nous, on fasse notre propre histoire à l'intérieur de l'histoire. Donc, on a pu travailler ensemble quelques semaines en amont sur le texte, sur la façon d'aborder l'histoire de couple aussi, qui est très importante, pour essayer d'avoir un téléfilm qui est équilibré dans cette histoire viticole et dans le... C'est pour ça que je disais que c'est un thriller viticole, parce que on ne sait pas où ça va le mener, puisque ça commence directement par un fait dur, un fait dramatique, puisqu'il est arrêté par la police. Oui. Vous aviez rencontré Emmanuel Duboulot, on a pu le comprendre dans la réponse de Léonie tout à l'heure. Il a vu le téléfilm ? Oui, il a vu, et justement, il était plutôt content, assez surpris au début de voir une partie de sa vie à l'écran, parce que j'imagine que c'est pas évident. Et après, il était plutôt touché, et justement, il a trouvé que ça respectait son histoire, donc ça fait plaisir. Le combat contre les pesticides et en effet toute la pollution dont vous parliez tout à l'heure, il le continue aujourd'hui, d'une certaine manière ou pas ? Oui, aujourd'hui, il le continue, et les choses, comme je disais, avancent petit à petit. Après, je pense que c'est à nous tous de prendre conscience et de progresser, parce que du jour au lendemain, on ne va pas être extraordinaire du jour au lendemain, mais si on arrête un petit peu de jeter des choses par la fenêtre, de trier ses déchets, de faire attention, de moins surconsommer, peut-être qu'on progressera de plus en plus, quoi. Je rappelle, plus de 5 millions de téléspectateurs étaient réunis devant le documentaire Nous Paysans, je ne sais pas si vous l'avez vu, diffusé la semaine dernière justement sur France 2 aussi. Un véritable succès, comment on l'explique ? C'est quoi ? Les Français sont enfin pris conscience des difficultés de leur agriculture, des agriculteurs, de leur situation. Oui, d'ailleurs, c'était Guillaume Canet qui faisait la voix off. Tout à fait. Non, c'était très intéressant parce que c'est toute une partie de notre histoire, et déjà, ne serait-ce que d'être au courant de ça, comment c'est compliqué d'être paysan déjà à l'époque et toujours aujourd'hui. Et je pense que, voilà, comme je disais, chaque jour, on prend tous conscience de l'écologie et du mieux vivre ensemble, et qu'on a envie tous de progresser. Il faut être positif. Et c'est quelque chose que vous appliquez vous-même, justement, ce besoin d'écologie, de vivre mieux avec la nature, aujourd'hui ? Oui, petit à petit, on essaye comme je disais, de mieux manger, de peut-être moins consommer, de faire attention à tout, et c'est des petits gestes du quotidien, mais c'est après, si tout le monde fait ça, forcément, on y arrivera mieux. Sarah, une question. Justement, c'est une question qui rejoint ce que vous étiez en train de dire. Christophe, est-ce que vous faites attention à la provenance de la viande ? Est-ce que vous triez vos déchets ? Voilà, il demande. Oui, vous êtes engagé. Plein de petites choses, mais ça, évidemment. Et c'est comme prendre son cabas et ne plus, et essayer d'arrêter le plastique le plus possible, par exemple. Ne pas jeter son mégot par la fenêtre. Enfin, moi, je ne fume plus, mais... Voilà, mais c'est vrai, non, mais on est très mal habitués. Et puis après, il y a des initiatives aussi qui sont assez marrantes, comme j'ai vu au Puy du Fou, par exemple, les corbeaux ramassent les mégots. Ah oui. Donc ça ne veut pas dire qu'il faut les jeter, mais si on a en plus des gendarmes corbeaux, ce serait pas mal plutôt que de les laisser... ils s'ennuient un petit peu en plus à Paris, les corbeaux. Il n'y a pas trop d'attractions pour corbeaux sur Paris. Donc autant qu'ils ramassent les mégots, et surtout ne pas les jeter. Ou peut-être même faire des fils de mégots qui seraient biodégradables. Ah oui, c'est l'idée. Mais je pense que ça avance très vite aujourd'hui, les nouvelles technologies, les nouvelles idées pour
demain, qu'on vive mieux, parce que malheureusement, on a tous pas mal détruit notre planète, donc on n'a plus le choix de s'améliorer. Guillaume Canet disait récemment, les agriculteurs, on pourrait dire d'ailleurs les viticulteurs aussi, d'ailleurs, hein, méritent plus de considération. J'imagine que vous partagez cet avis. Oui, de toute façon, moi je partage l'avis, comme je disais tout à l'heure, d'essayer de mieux vivre tous ensemble. Donc l'idée, c'est pas de s'opposer, c'est d'essayer de s'entendre, de s'entendre ensemble et d'avancer ensemble et de pas. Ouais, c'est ça, c'est un peu le message aujourd'hui qui est un peu compliqué, c'est que on voit qu'il y a un repli sur plein de personnes et qu'il faut au contraire se tourner vers l'avenir et travailler en équipe, voilà, je dirais. Sarah. Oui, je vais prendre cette question de Betty. Quand avez-vous tourné, avant ou après la crise sanitaire ? Entre les deux, en fait. Ah, parce que, donc là, cet été Non, c'était entre octobre et novembre, en fait. Oui, d'accord, à l'automne. Enfin, entre les deux, non, il y avait déjà, en fait, il y avait déjà les tournages, en fait, tout le monde travaille dans les conditions avec le protocole sanitaire, des référents Covid. Ouais. Et donc, non, c'était. Mais il y avait encore les restaurants d'ouverts. Oui, je veux dire, parce que dans le film, il y a quand même des scènes où on voit des bars bondés qui semblent appartenir à une autre époque. Ouais. Alors après, il y a un nombre de figurants qui est autorisé sur les tournages. Et là, je crois qu'il y a des tests qui vont arriver aussi où on va pouvoir faire des concerts avec des. C'est vrai, non, mais avec des référents justement à l'intérieur qui seront positifs. Et on va voir si ça marche. Ça a été fait en Espagne, ça a marché. Les gens n'ont pas été contaminés, donc en se protégeant évidemment. Donc peut-être que tout ça va être positif pour la suite. La soirée sur France 2 se poursuit ce soir, parce qu'après la diffusion du téléfilm, il y a un débat qui est prévu. De quoi il va être question concrètement ? Alors je ne connais pas le conducteur dans le détail, mais c'est vrai que ça va tourner autour des pesticides et des dérives et des maladies que ça provoque. Voilà, et comment on peut passer outre, comment on peut cultiver demain sans pesticides, quelles sont les marges de manœuvre au niveau, je ne sais pas, étatique, régional. Sarah, à nouveau une question. Oui, celle de Nicolas. Avez-vous des projets sur les plateformes comme Amazon, Disney+ ou Netflix, comme votre ami Omar Sy qui a cartonné avec Lupin ? Oui, tout à fait. Là, j'ai fait un film sur Netflix qui s'appelle En passant pécho, qui est une comédie déjantée que je vous encourage à regarder, qui est excellente. Et oui, aujourd'hui, les plateformes, évidemment, font partie intégrante de notre métier. Et tant mieux, il y a encore plus de possibilités, plus de choix et même de projets de genre très différents, donc c'est une bonne chose. On rappelle d'ailleurs que le téléfilm L'Amante, dans lequel vous avez joué, c'était cette fois pour TF1, a connu une seconde vie sur Netflix, comme c'est le cas pour pas mal de fictions ou de séries. Le streaming, en France, je crois que Netflix est près de 7 millions, c'est donc devenu vraiment un passage obligé, parallèlement à ce que vous pouvez faire pour les chaînes classiques linéaires. Oui, je pense que c'est au contraire, c'est les plateformes, c'est complémentaire. Et que tout ça, par exemple, la série à laquelle j'ai participé avec Carole Bouquet, L'Amante, dont vous parlez, c'est passé sur TF1 et après ça a été en coproduction avec Netflix. Et du coup, ça permet d'avoir une seconde vie et de faire d'autres projets, justement. C'est très agréable, cette période, pour nous. La télévision semble mieux traversée, on va dire, que le cinéma, qui est très affecté aujourd'hui. Cette période de la Covid, vous craignez qu'il y ait malheureusement un après-Covid pour le cinéma qui soit extrêmement compliqué ? Je pense que ça sera compliqué parce qu'il y a un embouteillage énorme de films qui n'ont pas pu sortir. Donc espérons qu'on en sorte le plus rapidement possible pour réamorcer la machine du cinéma qui pour moi, existera toujours. Le cinéma, c'est le cinéma. Donc de quelque manière que ce soit, dans n'importe quelle forme, regarder un film dans une salle avec un écran géant dans le noir en mangeant des pop-corns, ça peut jamais s'arrêter. Les professionnels du métier, justement, ont lancé un appel à Emmanuel Macron hier, c'était dans Le Parisien, pour déconfiner, c'est la citation, déconfiner la culture. On va y arriver, vous croyez, ou malheureusement, aujourd'hui, les portes se referment ? Ah non, mais de toute façon, je pense que personne n'a envie que ça continue comme ça. Après, c'est très compliqué, on est tous un peu comme... chacun a un avis,
Mais on a tous envie de sortir et que tout recommence. Après, alors il va falloir trouver des solutions. Et justement, il y a des tests qui existent, grandeur nature, pour voir si on se contamine ou pas avec les règles sanitaires. Aujourd'hui, le théâtre, le cinéma, le restaurant, on a envie que ça rouvre et je pense que ça va réouvrir. Oui. Et quand le gouvernement estime que la culture n'est pas essentielle, vous réagissez comment? Non, je ne pense pas que ce soit si direct que ça. Écoutez, moi, je ne suis pas membre du gouvernement ni membre de rien du tout, d'ailleurs. Mais en fait, non, je pense qu'il y a... forcément, c'était tellement soudain qu'il y a eu plein de choses très compliquées et on était tous mécontents de ce qui nous arrivait, ce qui nous tombait sur la tête. Donc forcément, il y a des choses incompréhensibles. Mais j'espère qu'avec le temps, on est en train d'étudier tout ça et de voir que on va pouvoir réouvrir avec certaines conditions ou pas du tout. Mais voilà, j'ai envie de voir des terrasses se reconstruire sur Paris, qui prennent des places de voitures avec des parasols et du rosé et des glaçons. Et je sens que ça arrive. Et pareil pour le théâtre et le cinéma. Avec le soleil. Avec le soleil, évidemment. C'est prévu, tout ça. Oui. Sarah, une question. Une question d'Alexandre. Avec quel acteur ou actrice aimeriez-vous tourner? Je ne sais pas. Question vaste. Oui. Écoutez, notre métier, c'est fait que de nouvelles rencontres. Donc, voilà, j'étais très heureux, par exemple, de travailler avec Zineb Triki, que j'ai connu dans le Bureau des légendes, que je vous encourage à regarder, pardon. Et voilà, c'est ça notre métier, c'est qu'on rencontre des gens. Patrick Timsit aussi. Patrick Timsit, j'avais retrouvé, parce qu'on avait fait le Marsupilami ensemble, qui est un type épatant aussi. Mais voilà, c'est toujours des nouvelles rencontres. Nous, c'est la colonie de vacances. Chaque tournage est un redémarrage à zéro. Est-ce qu'on va réussir à être bon? Est-ce qu'on va réussir à faire ce qu'on doit faire? Voilà. Et puis rencontrer des gens, c'est ça qui nous anime. On parlait tout à l'heure de Netflix et de Lupin. Vous l'avez vu, Omar Sy, dans cette mini-série? Pas du tout. Pas du tout. J'ai pas entendu parler de cette série. Ah oui. Et d'ailleurs, ils auraient dû faire plus de pubs. Mais j'ai plus entendu parler d'En passant pécho. C'est le film que j'ai fait sur Netflix aussi, qui est quand même très, très moderne et très déjanté. Mais j'ai pas entendu, mais je regarderai avec plaisir la série. Vous me direz, je connais ni l'acteur ni le nom. Merci si tu nous entends. Non, mais il faut qu'ils fassent plus de promos Netflix. Mais ils ont fait beaucoup de promos pour En passant pécho, justement, la comédie dans laquelle je joue. Mais apparemment pas pour les autres programmes, je comprends pas. Comme ça. Le message sera peut-être entendu par les dirigeants de Netflix. Sarah, une dernière question des internautes. Une dernière. Elisabeth, quels sont vos projets de fiction ou de cinéma? Est-ce que vous en avez qui ont été avortés à cause de la crise? Une double question dans la question. Oui, non. Pour l'instant, après, tout ne tourne pas à 100%, mais il y a des projets qui sont en cours, donc il faut espérer que justement... Parce que la télévision, c'est une chance, peut tourner encore. Oui, voilà, évidemment. Après, le cinéma, oui, comme il y a un petit embouteillage, forcément, il y a peut-être moins de projets. Après, je ne suis pas dans les statistiques. Comme je vous l'ai dit, je ne suis membre de rien, donc je ne connais pas grand-chose. Mais là, vous ne savez pas si vous avez un projet, je ne sais pas, dans un mois, dans 2 mois? Ah, Si, je sais que j'ai des projets. D'accord. Donc trop dit ou pas? Non, mais on verra trop dit ou pas assez? Je ne vais pas vous en parler avant, parce que ça va nous porter la poisse. Toujours dans la fiction? Toujours dans la fiction, dans le jonglage, tout ce qui est jongle, voilà. Tout ce qui est Le mec qui ne veut pas dire. Non, je dis n'importe quoi. Je pense qu'il ne veut pas me répondre. Non, mais tant qu'on n'est pas sur le plateau, je ne vais pas vous dire. La preuve, regardez, avec ce qui nous tombe sur la tête. Ce qui nous tombe sur la tête, vous aussi, quelque chose va vous tomber sur la tête. C'est notre dernière rubrique de l'entretien qui s'appelle Sucré-salé. Rien de méchant, on vous soumet évidemment 2 propositions, et vous devez n'en choisir qu'une seule. Cinéma ou télévision? Là, en ce moment, j'ai envie de dire cinéma pour penser à l'avenir. Pour relancer. Ouais. Instagram ou Twitter? Je dirais Instagram. Pourquoi? Ah, mais vous m'avez juste dit de dire... Oui, non, mais juste, ça nous intéresse de savoir pourquoi plus Instagram. C'est double question. Vous me dites... Non, sinon je vous dis les deux. Non, Instagram parce que c'est sympathique par rapport au... Je trouve ce métier de faire passer une info où on est nous-mêmes notre propre attaché de presse, où surtout on peut se connecter entre gens du milieu, faire partager une info ou découvrir des gens, des artistes. Je trouve que c'est... Enfin, moi, c'est plus professionnel et artistique, ça m'intéresse.
Après, aller me mettre en photo en buvant un café, si c'est pas une vanne, je trouve pas ça très intéressant. Et enfin, avec le sourire, Omar ou Fred? Ah, moi, je préfère Fred, hein. Ouais, forcément. Forcément. Un peu narcissique. Merci Fred Testo, vous restez encore 2 minutes avec nous. Merci d'être venu au Buzz Télé. Et notre invité de demain, évidemment, le Buzz Télé revient, ce sera... Le plus scientifique des animateurs télé, c'est Jamy. Scientifique. Le Jamy Gourmaud, Jamy qu'on Gourmaud. a découvert dans C'est pas sorcier. Et il vient nous revoir pour ses documentaires sur France Télévisions. C'est pas sorcier? Très bien, c'est pas Ouais, sorcier. bien. Ouais. Très, très bien. Comme Bon, ce soir, France 2, Prime Time, on le rappelle, Intraitable, une fiction sur une histoire assez étonnante. Merci beaucoup, très bonne journée. Merci.